Bonjour tout le monde, je suis Fadi Loubari de Ego Canada. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire sur les océans et la santé des populations. Avant de commencer ce webinaire, juste quelques consignes pour savoir comment bien utiliser les fonctionnalités. Vérifiez votre réglage audio et la mise sous tension. Si vous rencontrez des difficultés techniques ou si vous avez des questions pour notre présentateur, veuillez utiliser le chat. Et également, si vous voulez obtenir le document PowerPoint de cette présentation, vous pouvez l'obtenir simplement sur demande. Donc, le titre de notre webinaire aujourd'hui, c'est « Les océans en bonne santé, la population en bonne santé ». L'océan fait partie intégrante du monde et affecte tous les processus naturels nécessaires pour assurer la pérennité sur Terre. Notre présentateur aujourd'hui s'appelle Chuck. Il est analyste réglementaire chez Nimonic. Donc, je vais lui passer la parole. Bonjour, merci tout le monde d'être venu. Bienvenue à la présentation. Aujourd'hui, on va discuter les océans en bonne santé, la population en bonne santé, qui est un mouvement qui a commencé qui est basé sur un mouvement de parc en bonne santé, population en bonne santé, qui a commencé en Australie. Moi, je m'appelle Choco Denibo. Je viens de Calgary, en Alberta, mais j'habite actuellement au Québec. Je suis analyste réglementaire à Nimonic. C'est une compagnie de logiciels qui a créé un app puissant et clair pour une gestion efficace de santé, sécurité et environnement et qualité. Et donc, il cible les organisations, les compagnies afin de faciliter la façon qu'ils suivent leurs obligations selon la loi. J'ai une maîtrise en santé environnementale et santé de travail de l'Université de Montréal et deux baccalauréats en sciences de l'environnement et la chimie de l'Université Queen's en Ontario. Et auparavant, j'ai plusieurs années d'expérience étant scientifique de l'environnement dans le secteur pétrolier en Alberta. Donc, j'écrivais plusieurs rapports environnementaux et de telles choses. Puis, je suis couramment membre de la cohorte des Portails Océan, qui est une collectivité des jeunes mis ensemble par le gouvernement fédéral afin de sensibiliser et vulgariser les informations autour des océans afin d'améliorer sa protection. Donc, voici un peu de moi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la présentation aujourd'hui sera divisée en deux modules. Donc, le premier module est les océans bons. Ça s'appelle les océans de la santé humaine. Donc, ici, on va faire des définitions. On va se mettre sur la même base. Donc, on va définir la terminologie santé des océans. C'est quoi la santé des océans? Comment ça fonctionne? Puis, une définition de santé publique, puis les relations entre les deux, comment les deux sont liés. Juste afin de nous donner la même base des débuts. Et pour le deuxième module, on va discuter comment agir concrètement dans un monde pratique. Donc, on va discuter comment intégrer la santé des océans dans les politiques de santé et sécurité au travail, ainsi que dans les évaluations environnementales. Puis, à la fin, on va terminer avec une discussion sur la signification. Donc, pour le premier module, on commence les océans, la santé des océans et la santé humaine. Donc, quel est l'océan? Selon Océan Découverte, un livre quand même très intéressant, l'océan couvre 70% de la surface du globe, régule en grande partie les climats de la Terre et abrite une multitude d'espèces dont des très nombreuses sont encore à découvrir. L'océan joue un rôle majeur dans le fonctionnement de la vie sur Terre. Avec le changement global, on émerge de multiples enjeux dont les conséquences à venir engagent toute l'humanité. Donc, en général, la Terre est une terre des océans. L'océan couvre presque deux tiers
de terre, deux tiers de la Terre. Et depuis le début, depuis le commencement de notre espèce comme être humain, on a eu une relation intense avec l'océan. Donc, 40% de la population mondiale habite euh, au maximum de 100 km bord de mer. Puis, les plus grandes villes autour du monde sont construites aux côtières. Donc, les océans sont vraiment une partie importante pour les espèces d'êtres humains. Depuis le début, même avec les premières sociétés, si on pense de les plus forts guerriers, les plus fortes civilisations, c'était toujours les civilisations qui ont maîtrisé l'exploration par océan, qui ont maîtrisé leur équipe maritime afin de vraiment prendre les puissances des océans dans le cadre de leur effort de conquérir le monde. Donc, les océans étaient vraiment une grande partie de l'histoire de la population humaine. On a toujours une relation avec l'océan parce que c'est comme ça qu'on est devenu répandu dans tous les coins du monde. Puis, si on met ça dans une échelle du pays, l'océan et Canada est quelque chose de très intéressant parce que notre motto étant un pays amari ou scadmarem, ça veut dire de l'un mer à l'autre, de l'un l'océan à l'autre, puis et à un moment, les blagues d'ajouter le troisième dans un océan à l'autre et à l'autre, parce qu'on a trois océans, on touche trois océans, on est le seul pays au monde qui unit tous trois océans, l'Atlantique, le Pacifique, puis l'Arctique. Et donc, c'est très intéressant parce que les Canadiens, en général, on oublie le fait qu'on est le pays le plus proche aux océans qui n'est pas un pays sur île. C'était vraiment très intéressant de voir notre relation qui a grandi comme ça. Puis, en moyenne, le cours d'eau canadien déverse près de 9% des ressources en eau renouvelable de la planète, alors que le pays abrite moins de 1% de la population mondiale. Et c'est très intéressant de reconnaître ce fait-là parce qu'on est très habitué d'avoir l'eau tout le temps au bout de nos doigts, que c'est vraiment difficile pour nous à vraiment comprendre la scarcité de l'eau dans d'autres parties du monde. Donc, on est un pays qui est vraiment bien gâté avec plein d'eau, plein de ressources d'eau, avec plein de côtières. Et donc, c'est vraiment une partie de nous, l'océan et les océans. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en parlant de ça, quelle est la définition de santé des océans? Donc, l'initiative californienne de définir la santé des océans a utilisé la santé humaine comme base afin de créer une définition de santé des océans, parce que la terminologie est souvent utilisée, spécialement dans le cadre des lois, par les politiciens, par les scientifiques, mais je trouve que ça n'a été jamais vraiment défini. Donc, en utilisant la santé humaine et en personnifié à l'océan, on a commencé de vraiment comprendre c'est quoi un océan en bonne santé. Donc, selon eux, les écosystèmes océaniques sains présentent une forme et une fonction normale, c'est-à-dire l'organisation, la vigueur, la résilience suffisante afin de permettre l'existence, l'évolution et la prospérité de ces écosystèmes. Et quand on utilise le mot normal ici, normal n'a pas forcément d'être genre immaculé ou sans jamais être touché par l'être humain ou sans jamais visiter ou n'importe quoi, mais plutôt fait référence à un niveau plus élevé de fonctionnement. Donc, et c'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité, mais c'est juste le sang soit capable de fonctionner normalement, les écosystèmes vivent encore, les écosystèmes continuent. So, c'est pas juste un manque de maladie ou manque d'infirmité, mais non plus c'est pas immaculé. C'est vraiment le cycle de vie. Tout continue comme il devrait. Et donc, normalement, quand on parle de santé des océans, ils ont créé un indice de santé de l'océan. C'était par un groupe indépendant de scientifiques.
Et donc, ils ont utilisé des caractéristiques des océans afin de vraiment mettre en vedette la relation réciproque entre les océans et les êtres humains. Donc, dans ce liste-là, on a les sections qui sont plutôt au niveau économique, ou le fait que les océans nous nourrissent, mais aussi il y a le fait que on a besoin de donner à l'océan l'eau propre, de garder sa biodiversité. Donc, je vais juste vous avez leur liste puis expliquer chaque terminologie. On a les ressources alimentaires. Et les ressources alimentaires fait référence à la quantité de fruits de mer qu'on est capable d'obtenir, mais dans une façon durable. Puis on a les pêches vivrières. Et ça, c'est les efforts pour la pêche à petite échelle, qui est quand même très, très important pour les pays en développement, mais c'est aussi également important au Canada parce qu'il y a plusieurs communautés au Canada qui dépendent seulement sur la pêche pour se vivre et pour leur mode de vie. On a les produits naturels qui viennent de l'océan, mais ça, c'est des produits qui ne sont pas les fruits de mer en général. Donc, on parle des corails, on parle essentiellement des choses qui sont pas, ou en effet le poisson, mais le poisson pas pour manger, mais le poisson pour les aquariums, par exemple. Mais ça inclut pas les ressources naturelles telles que les pétroles ou, oui, l'obtention d'autres côtières. Donc, on a l'entreposage de carbone, j'ai mis stockage pour les gens qui viennent pas du Québec. Mais ça c'est la protection c'était la protection que l'océan nous fournit en absorbant notre carbone de l'atmosphère et donc ça réduit le changement climatique en général. Puis on a la protection côtière, donc ça c'est les habitats naturels, les barrières, le glace de mer, tout ça. Qui essaie qui c'est pas forcément le processus de ça, mais qui protège en général les maisons côtières ou les endroits non habités comme les parcs qui sont aux côtières. On a le tourisme et les loisirs. Donc, ça, c'est la valeur que les gens mettent sur les endroits côtiers. Et cette section est quand même intéressante parce que c'est pas au niveau économique, parce que le niveau économique est déjà couvert ailleurs, mais c'est plutôt au niveau de juste valeur, le bonheur que les gens reçoivent en étant juste auprès de l'océan ou en voyant l'océan dans ce pays, dans ce contexte-là. Puis, on a la substance et économie côtière, donc ça c'est où on discute comment l'océan aide et impacte l'économie. On a identité locale, qui est quelque chose de très, très important. Ça c'est l'aspect culturel, comment les gens s'identifient en lien avec l'océan dans un tel endroit. On a eau propre, bien sûr, parce que c'est important, ça. Ça, c'est l'eau qui n'a pas des dégâts de pétrole ou plusieurs produits chimiques ou les odeurs ou vraiment d'autres choses qui embêtent son écosystème. Puis, on a la biodiversité. Parce que c'est très important de garder un bon niveau de biodiversité dans nos océans, pas seulement pour les océans, mais aussi pour nous comme êtres humains et nous comme les vivants sur la Terre. Et donc, d'après une équipe internationale de 65 scientifiques menée par le chercheur Ben Halpern, l'océan mondial est considéré comme en bonne forme. Il offre un gamme d'avantages aux individus aujourd'hui, mais aussi des demain. Et pour le quantifier, l'équipe s'est basée sur ce 10 critères et a mis en point un indice de santé de l'océan. C'est-à-dire la note moyenne obtenue par l'océan sur tous ces critères en 2012 était 65 sur
100. So, 100 et si tu as 100 points, ça veut dire que c'est idéal, c'est parfait, il n'y a rien à améliorer, c'est vraiment top, top, top. Et donc, les eaux mondiales ont obtenu une note de 65, qui n'est pas génial, mais aussi ça peut être pire, mais il faut quand même toujours continuer d'améliorer. C'est la même étude, ben, pas forcément la même étude, mais disons le même indice de santé de l'océan. Le Canada a reçu une note de 70. Les États-Unis ont reçu une note de 63 et le Royaume-Uni une note de 61. Et donc, nous, comme pays, on n'est pas vraiment très mal. On est quand même bien élevé pour un pays qui n'est pas un pays d'études. Mais le truc est, il faut toujours continuer d'aspirer pour mieux. Quand on a 70% dans un examen, par exemple, c'est, like, t'as réussi au cours, mais c'est pas le note idéal, c'est pas le note parfait. Il faut toujours viser à améliorer, à devenir encore et encore mieux. Et donc, dans ce contexte-là, on a 70, mais il faut continuer de vraiment cibler ce son idéal. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on discute de la santé publique. Donc, selon l'Association des écoles de santé publique, la santé publique peut être définie comme les efforts de la société pour prévenir la maladie, pour promouvoir la santé et pour prolonger la durée et la qualité de vie de la population. Donc, la santé publique s'axe sur l'évaluation entière de la santé et du bien-être, et pas seulement sur l'éradication des maladies. C'est un champ multidisciplinaire qui touche sur le bien-être psychologique, physique, émotionnel et spirituel d'une communauté. Donc, avant, quand le champ de santé publique a vraiment commencé, on a seulement ciblé les maladies transmissibles parce que seulement des morts à 30 ans, c'était vraiment quelque chose d'inquiétant. Mais maintenant que on a commencé de vivre plus longtemps, on a commencé de bien comprendre les maladies, comment les gérer, comment les soigner, le champ de santé publique a devenir beaucoup plus multidisciplinaire. Donc, c'est un champ qui est couvert par tout le monde, en effet. C'est pas seulement lié à un département ou un volet du gouvernement ou sur les responsabilités d'une telle personne, mais c'est plutôt vraiment bien partagé. C'est la responsabilité de l'éducation, c'est la responsabilité de l'environnement, c'est la responsabilité des médecins, la responsabilité des parents, la responsabilité des enfants. C'est vraiment la responsabilité de tout le monde pour avoir une collectivité de bonne santé publique. Et donc, quand on discute les 4 colonnes de santé publique, on pense à la santé physique. Et la santé publique, ça c'est les virus, les maladies, les cancers peut-être, ou les os brisés. C'est vraiment des choses physiques où vous allez voir un médecin, un chiropracteur, un physiologue, tout ça. Like, c'est vraiment la santé qu'on peut voir dans une telle façon. Puis on a la santé mentale. Et on commence à comprendre mieux et mieux de nos jours la santé mentale. C'est ça quand on discute de la dépression chimique, on discute l'anxiété, mais dans une façon la plus profonde. Et ça, c'est où tu as besoin de voir un psychiatre, un psychologue, pour vraiment guérir ou au moins maintenir un état de bonne santé mentale, en effet. Puis, on a la santé émotionnelle. Donc, en effet, ça, c'est un moment où tu vas en thérapie, tu parles avec ta famille, tes amis, c'était pas si grave ou si dramatique, mais en effet, nos émotions sont vraiment partie forte de nous comme êtres humains et quand il y a un problème émotionnel, normalement, ça mène à des troubles peut-être comportementaux de, ou de gérer la vie quotidienne et on a besoin de le soutien afin de continuer. Et donc,
Il y a ça, puis il y a la santé spirituelle. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à définir. Donc, normalement, c'est pour la plupart ignoré. Mais en général, la spiritualité n'est pas liée forcément à la religion. Tu peux être très, très, très religieuse et avoir une mauvaise santé spirituelle. Et tu peux être athée et avoir une bonne santé spirituelle. Donc, c'est pas forcément que ça soit lié, mais c'est quelque chose qui est très, très, très personnel. Et il faut vraiment connaître soi-même afin de savoir comment tu es au niveau de santé spirituelle, puis la meilleure façon de te guérir s'il y a un problème là-bas. Et même si j'utilise la terminologie colombe, ils sont vraiment très interlacés. Et donc, ce que je veux dire par ça est tout le colonne touche l'un l'autre. C'est vraiment facile pour un de dégénérer, puis ça commence à affecter les autres. Par exemple, euh, quelqu'un vient de perdre, je sais pas, sa femme, par exemple. Et donc, déjà à ce moment-là, mauvaise santé émotionnelle, très triste, déprimé en effet. Puis ça traîne a des conséquences de santé mentale. Peut-être la dépression devient trop sévère que ça mène un bilan chimique dans le cerveau, puis on a besoin d'avoir le pilule afin de régler ça. Puis au niveau spirituel, peut-être la mort était une surprise et injuste, et donc cette personne a perdu foi au monde, puis il commence à vomir et sa santé physique commence à détériorer aussi. Donc, c'est vraiment tout lié et il faut toujours garder ça en tête. Donc, même si je dis que c'est un column, c'est vraiment plus comme une série de, une série de, d'interlacements, une série complexe, une toile complexe où tout affecte l'autre. Donc, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le défi de santé publique pour notre monde aujourd'hui, c'est la prévention, surveillance et maîtrise des maladies transmissibles et non transmissibles, bien sûr, la surveillance de l'état de santé, la promotion de santé au travail, la protection de l'environnement et la santé pour les populations vulnérables et à risque. Donc, j'ai mis en gras protection de l'environnement parce que ça, c'est le sujet sur lequel on va s'axer pour cette présentation, mais c'est vraiment important de reconnaître le fait que, en tant qu'être humain, nous sommes en partie de la nature et la nature fait partie de nous. Donc, quand la nature souffre, nous, on souffre également, même si ce n'est pas immédiatement évident. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comment l'océan affecte la santé des êtres humains? C'est une très bonne question. Je crois qu'il y a les bases que tout le monde connaît déjà. L'océan fournit de l'eau douce. L'océan la source principale des précipitations. C'est le fournisseur de la majorité d'oxygène sur la Terre, la circulation océanique modère le climat de la planète. Il influence les conditions météorologiques. Il fournit de la nourriture, des médicaments. Puis les régions côtières sont plus susceptibles aux catastrophes naturelles, donc les tsunamis, les ouragans, les cyclones, variations au niveau de mer, ondes de tempête. Puis, étant qu'on vient de discuter, au cœur de plusieurs pratiques et croyances culturelles, on trouve l'océan. Et c'est très important ça aussi pour la santé en général. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, l'océan touche 4 piliers de la santé, entre autres qui rend ça à la fois unique et très important. Donc, voici quelques façons que l'océan affecte la santé d'être humain qu'on ne pense pas souvent. Je vais commencer avec une citation de Wallace Nichols qui était librement traduit par moi, c'est originalement en anglais.
Nous apprenons que nos cerveaux sont inculqués de réagir positivement à l'eau et qu'être dans la présence de l'eau peut nous calmer et nous connecter pour augmenter l'esprit d'innovation et même guérir ce qui est cassé. C'est vraiment un livre intéressant, c'est disponible gratuit en ligne sur son site web. Donc, quand on voit l'océan, et ça c'est dans l'étude scientifique, tout ça vient des études scientifiques, quand on voit l'océan, ça peut provoquer la créativité chez l'être humain en raison de la distance spatiale perçue. Parce que la façon, quand on voit l'océan, on voit quelque chose qui ne termine jamais dans tous les sens. On regarde, puis on voit pas enfin. Et parce qu'on ne remarque pas enfin, ça nous aide à sortir de la boîte qu'on a créée pour nous-mêmes, afin de penser plus libéralement puis être plus créatif aussi. Donc, c'était une étude très intéressante. Puis, notre étude a démontré que l'augmentation des vues des espaces marins est associée au niveau inférieur de la détresse psychologique. Et donc, quand on discute des espaces marins, c'est un jeu sur les espaces verts, en effet. Donc, les espaces verts sont les arbres, les petits parcs municipaux, tout ça. Vraiment un espace de nature dans un lieu urbain ou un lieu très humain ou très anthropole. Et quand on pense aux espaces marins, imagine la même chose, mais c'est comme une petite pièce de l'océan pour nous, en effet. Donc, on pense aux fontaines, on pense aux petits ponts, on pense aux petits lacs. Donc, tout ça est vraiment un petit espace marin qui nous aide à vraiment connecter avec l'environnement dans une petite façon. Et donc, les espaces marins sont très importants au niveau psychologique. Apparemment, ça réduit la détresse psychologique aussi. C'est ça. Puis, l'océan provoque des sentiments d'admiration, de stupeur qui sont liés au niveau supérieur de vivre ensemble et d'empathie. Donc, ouais. So, l'océan est très selon cette étude, la façon que le fait que l'océan crée un effet, un sentiment si puissant d'admiration et de stupeur, ça apparemment crée des liens plus forts entre une société côtière. Donc, ça, c'est pourquoi on voit que pour les cultures et les communautés côtières, on trouve des liens plus forts entre eux que quand on fait la comparaison avec leur communauté à l'intérieur ou les communautés enclavées en essence. Donc, c'était une étude très, très, très intéressante. Puis, les études démontrent que les personnes vivant dans les régions des côtes sont plus saines et vivent généralement plus longtemps. Ça, c'est une étude qui a été faite au Royaume-Uni. On comparait les communautés côtières avec les communautés à l'intérieur du pays. Et les liens émotionnels et culturels invoquent une augmentation des conséquences sur la santé dans le cas des dommages environnementaux à l'océan. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on a remarqué. Quand il y a des dommages environnementaux, même si ça affecte nous tous, pour les gens qui habitent auprès d'un côtier, ça les affecte au niveau émotionnel, culturel, spirituel, beaucoup plus profondément parce qu'ils voient l'océan comme membre de la famille ou une partie de leur identité. Donc, l'océan est vraiment interlacé de leur identité comme être humain. Et parce que c'est si puissant et si présent là, chaque chose l'affecte. Et donc, nous, étant que Canadiens, parce qu'on a plusieurs communautés côtières et plusieurs communautés qui ont vraiment basé leur identité sur l'océan, on voit les Inuits dans le nord, ou les Haida sur le côté de la Colombie-Britannique, ou les pêcheurs en Nouvelle-Écosse. Il faut vraiment être très conscient que eux, ils ont beaucoup plus profondément affecté
par chaque dommage environnemental, chaque enjeu à laquelle l'océan a besoin de faire face, en comparaison avec les gens comme nous qui habitent à l'intérieur du pays. Et c'est vraiment important de prendre ça en tête et de garder en tête que quand on voit une bouteille plastique dans l'eau, pour nous, c'est énervant, c'est pas génial, c'est vraiment peut-être dégueulasse, mais pour eux, ça le blesse au niveau personnel. Et donc, si on essaie de peut-être empathiser avec les autres êtres humains qui ne sont pas nous, peut-être ça va nous aider à améliorer notre relation avec l'océan et notre façon d'interagir avec l'océan aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, le deuxième module, comment agir concrètement. Donc, on va discuter cette fois-ci comment nous, étant que spécialistes de l'environnement, professionnels en santé et sécurité au travail, pour faire aux gens en général qui travaillent, qui sont dans un espace, dans un lieu de travail, qu'est-ce qu'on puisse faire afin d'améliorer les conditions des océans. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je vais commencer avec l'intégration des santé des océans dans les politiques de santé, sécurité et travail. Donc, la santé et sécurité et travail, ça, c'est la santé, ben, en effet, c'est pour les travailleurs visant tous les aspects de bien-être social, physique et psychique veut dire mental, des travailleurs. Les océans et les autres corps d'eau ont démontré des effets positifs sur le bien-être psychologique et social de l'être humain, comme on a discuté. Les politiques de santé et de sécurité au travail sont fortement influencées par les réglementations provinciales, mais également par les éthiques et les valeurs de l'organisation. Et donc, les suggestions que je vais vous donner aujourd'hui sont plutôt au niveau de l'organisation et des changements culturels dans votre organisation afin d'améliorer le santé des océans en général au Canada. Et ce n'est pas forcément lié à la loi. Et donc, on va mettre plus de valeur sur ça bientôt. Puis, en mettant en valeur sur la personne dans son intégralité, c'est important de considérer la santé environnementale. Et la raison pour ça est quand on discute de la santé et de la sécurité au travail, c'est vraiment un microcosme de santé publique. Parce que c'est la santé publique, mais au lieu d'être au niveau d'une communauté, au niveau du pays, au niveau provincial, c'est au niveau de juste une compagnie. C'est au niveau de lieu de travail. Et donc, un des aspects très importants pour la santé et la sécurité au travail est que le travail soit adapté pour le travail aux hommes. Et quand je dis homme, je veux dire être humain, ça inclut la femme aussi. Juste parce que c'est très, très, très important qu'on n'oublie jamais qu'on est des êtres humains et les êtres humains sont liés à la nature. Et quand on intègre la nature et les océans dans nos lieux de travail, ça veut dire qu'on a un travail pour nous comme êtres humains parce que ça nous aide avec notre créativité, notre santé physique, psychologique, spirituelle, avec nos identités. Ça nous aide à faire un meilleur job à notre travail parce que ça soit là. Il y a aussi des autres aspects comme promouvoir et maintenir le plus intégré possible de bien-être physique, mental et social, prévenir les effets néfastes sur la santé des travailleurs, dû à leurs conditions de travail, protéger les travailleurs contre les dangers menaçant leur santé et placer et maintenir le travail dans un environnement de travail adapté à leurs besoins physiques et mentaux. Donc, tout ce genre de choses, on a besoin de réfléchir quand on pense à santé et sécurité du travail. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour ça, j'ai divisé ça entre les provinces et territoires côtiers et les provinces enclavées. Donc, quand je dis province enclavée, selon la géographie, selon vraiment les faits impartiels,
il y a seulement 2 provinces enclavées au Canada, l'Alberta et la Saskatchewan. Mais pour le bout de cette présentation, on va considérer le Manitoba ainsi que le Yukon comme enclavé parce que il touche à l'océan très loin de le centre urbain où la plupart de la population vit. Donc, on va garder tout ça en tête quand on continue de cette présentation. Donc, la première chose dont on peut parler est les politiques de l'entreprise en matière de santé. Donc, la façon que ça fonctionne normalement au Canada et la plupart des compagnies, la plupart des entreprises fournissent euh, quelques avantages de santé qui ne sont pas fournis par le gouvernement. Donc, on parle de santé dentaire, on parle de santé des yeux, par exemple. Donc, il y a quelques compagnies qui offrent également un nutritionniste pour leurs employés ou qui subventionnent le membership au gym, qui subventionne peut-être un entraîneur personnalisé, juste pour vraiment démontrer leur valeur et veut que l'employé soit en forme, par exemple. C'est quelque chose de très important pour eux qui ont cette option-là. Il y a quelques compagnies qui fournissent les thérapeutes qui fournissent les services spa pour bien détendre leurs employés. Ça, c'est juste vraiment une façon de démontrer la valeur de la compagnie et qui est les employés dans leur santé. Et donc, quand on pense à l'océan intégré à la santé des océans dans ça, on a pour les provinces et les territoires côtiers, on a la thérapie océanique, qui est une nouvelle forme de thérapie qui a été utilisée pour les soldats souffrant de troubles de stress post-traumatique. Ils ont remarqué que après avoir fait une activité dans l'océan, puis en parlant sur la plage, ils étaient plus à l'aise d'ouvrir. Et donc, c'est une forme de thérapie qui est en train de prendre plusieurs formes, mais en général, il y a une activité auprès ou dans l'océan, ainsi qu'une discussion thérapeutique. Ça peut être payé par la compagnie comme façon d'encourager les employés de chercher ça comme option pour améliorer leur santé émotionnelle, leur santé mentale, par exemple, peut-être même leur santé spirituelle. Et donc, ainsi qu'il faut fournir une brochure d'informations sur les bénéfices de l'océan et comment ça rapporte à la santé des êtres humains, juste pour donner cette information à les employés pour qu'ils puissent l'utiliser comme ils veulent et puissent peut-être faire plus de recherches en ça ou regarder ça comme utile. Quand on regarde les provinces enclavées, moi, je pense immédiatement en question d'isolation sensorielle parce que là, c'est disponible dans la plupart des spas à travers le pays et est mis dans une porte essentiellement, puis entouré par l'eau, puis tu ne vois rien. C'est possible que tu vas entendre le son de l'eau, peut-être tu vas choisir de prendre une musique, mais en général, c'est une bonne façon de se détendre, de vraiment laisser, c'est une façon de méditer sans avoir besoin de discipline pour méditer en effet. Ça, c'est vraiment une bonne façon de se détendre et d'améliorer la santé en général. Ça, c'est juste quelques idées, mais en général, la santé des personnes peut être bien intégrée pour la santé des êtres humains et qui puisse être de façon très réciproque. Il y a le séjour de cohésion, donc de choisir un endroit, si tu habites dans une province ou territoire côtier, choisir un endroit de côtière. Choisir un hôtel auprès d'une plage, choisir vraiment juste profite du fait que l'océan soit là pour vous, puis vous pouvez
y aller afin d'en profiter. Avoir les réunions sur la plage, les réunions à l'extérieur ou au moins si tu as besoin d'être à l'intérieur, garde une vue de la plage ou de l'océan pour vraiment continuer cette thème d'inspiration et garder ça en tête pendant vos réunions. C'est vraiment une façon géniale d'ajouter un peu de créativité et de garder tout le monde ouvert et attentif parce que, comme je vous ai dit, ils ont fait des études et les gens sont plus attentifs, plus créatifs, plus détendus en présence de l'océan ou des eaux en général. Pour les provinces enclavées, parce que moi je viens d'Alberta, la première chose dont j'ai pensé est les sources chaudes, parce que ça comme l'esprit, ça inspire la créativité. Mais je sais que ça n'existe pas dans toutes les provinces, mais il faut faire la recherche juste afin de savoir qu'est-ce qui est là, où, où se trouve le corps d'eau qui existe là-bas, comment pouvez-vous en profiter, puis utiliser ça pour le séjour de cohésion. On a les événements coopératifs, donc moi j'ai pensé uniquement un jour de plage, méditation et yoga au bord de l'eau pour les provinces et territoires côtiers, et pour les provinces enclavées, les sports des rivières comme le kayaking, le canot dragon, une visite à l'aquarium. C'est vraiment juste, comme je vous ai dit, garder ça en tête, puis c'est une bonne façon de créer des liens plus forts entre les employés dans votre compagnie. Comme une étude a souligné, de voir l'océan et le sentiment secret, ça augmente les liens entre une communauté et donc ça peut augmenter également les liens entre vos employés et la compagnie pour plus de loyauté et plus de référence aussi. Puis, la santé et sécurité du travail, ça extend jusqu'à l'aménagement du bureau. Donc, pour les provinces et les territoires côtiers, les fenêtres face à la mer, si c'est possible, ça serait idéal. On voit souvent sur Instagram, par exemple, les gens qui prennent des photos disant oh, regarde mon bureau pour la journée, puis ils sont au bord de mer. Et là, ils travaillent, ils sont contents de travailler parce que c'est là, mais ils ont une image si puissante, si belle que c'est vraiment facile pour eux à connecter et trouver cette tendance, ce désir de travailler parce qu'il reste un esprit ouvert, un esprit créatif et dans un esprit détendu. Et pour les provinces enclavées, c'est incorporer les fontaines et la fluidité de l'eau dans l'aménagement du bureau. Donc, oui, ça peut être en fontaine, mais ce n'est pas forcément besoin d'être en fontaine. Les mouvements d'eau, selon l'étude de l'Université Harvard de l'École de santé publique, ils ont démontré que le mouvement d'eau il y a une bonne réaction dans notre cerveau quand on regarde la fluidité qui est décrite par l'eau. Aussi, ça peut être intégré dans le bureau, ça veut dire dans les murs, par exemple, dans les sculptures, ça, dans le feng shui en général, ça aide, ça crée ce sentiment d'être auprès de l'eau sans être auprès de l'eau. Et ça aide avec les bons effets de l'eau sans avoir besoin de l'eau. Donc, voilà. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Puis et j'avais envie aussi de partager également les autres politiques du bureau. Ça, c'est pas forcément lié à la santé et la sécurité du travail, mais ça peut être une bonne chose pour l'océan et aussi une bonne chose pour votre bureau. Donc, voici quelques activités que vous pouvez faire afin d'améliorer la connexion, mais également de garder cette réciprocité. Donc, pour les provinces et territoires côtiers, la première chose dont j'ai pensé est le nettoyage de plage, étant activité de souder les équipes, ou pour les provinces enclavées, nettoyage au bord de la rivière ou du lac.
parce que tous les grandes villes au Canada ils sont en près d'une rivière ou un lac quand même. Et ce qu'on voit, est, ça aide beaucoup. C'est important de nettoyer le plage, c'est important de diminuer les plastiques et les microplastiques et les déchets, les ordures qu'on voit sur les plages. Et anecdote, à cause de la façon que les courants bougent dans l'océan Pacifique, on reçoit la plupart des ordures et des déchets des autres pays qui ont côtière avec l'océan Pacifique. Donc, on reçoit les ordures du Japon, de Corée du Sud, de la Chine, du Taïwan. Et donc, c'est vraiment quelque chose, en effet, très intéressant. Mais aussi, il faut toujours savoir qu'on n'est pas juste en train de nettoyer après nos propres citoyens, mais aussi auprès du monde. Puis c'est une bonne façon de juste redonner à l'océan aussi et de faire quelque chose de bon pour la société et votre communauté. En dernière conférence sur les bénéfices de l'océan sur la santé et les enjeux environnementaux auxquels il est soumis, ça peut être fait. Ça c'est mieux reçu dans les provinces et territoires côtiers parce que l'océan est juste là et c'est important de sensibiliser vos employés et de vulgariser cette information-là parce que comme ça, elle peut prendre connaissance et de là, ça tourne à l'action, ça devient l'action. Pour les provinces enclavées, moi, je suggère une dernière conférence sur comment les océans et les cours d'eau sont tous liés et comment les individus peuvent bénéficier des océans en tant que citoyens ou habitants d'une province enclavée. Et pour moi, ça, c'est très important d'utiliser comme focus parce que la plupart du temps, c'est vraiment facile d'oublier le fait que tous les cours d'eau sont liés. Et même si on met un déchet dans la fleuve, Saint-Laurent, ça va apparaître dans l'océan Atlantique. Et il faut toujours garder ça en tête parce que on est tous liés. Et étant que pays qui touche aux océans, c'est très important que même les gens qui ne voient pas l'océan au quotidien soient cognizants que l'océan soit là et c'est notre devoir de le protéger également. Et donc, ça peut être une bonne façon de démontrer comment le faire sans être auprès d'un océan. Pour les provinces et territoires côtiers, j'ai mis aussi une session de connaissances traditionnelles avec une année d'information locale sur l'importance de l'océan parce que nous, comme êtres humains, on a plutôt une capacité d'empathiser avec les autres êtres humains qu'avec les entités naturelles comme l'océan, comme les arbres, comme beaucoup des animaux. Pour nous, c'est vraiment plus facile de regarder un être humain en détresse, puis on, on ressent, on ressent leur douleur. Mais en regardant un arbre qui est en train de se couper, on est comme, ben, oh wow. Et donc, en ayant une année où quelqu'un portant sur la culture qui a été bâtie autour de l'océan depuis des siècles, ça peut nous aider à ajouter un visage humain à l'océan et commencer à sympathiser avec le problème que l'océan peut faire aux enjeux que l'océan a besoin de faire face à. Donc, c'est vraiment une façon intéressante de mettre tout le monde ensemble puis de discuter ce genre d'issues. Avec le province enclavé, c'est vraiment pas probable que tu vas trouver un représentant dans Première Nation côtière parce qu'il n'y a pas de cours. Mais je suggère une projection d'un film en documentaire discutant des enjeux environnementaux qui affectent l'océan. Ça peut être une soirée sympa entre employés avec un peu de nourriture, un peu d'amuse-bouche, puis vous êtes assis là en train de regarder les films ensemble et avoir de belles discussions autour de ce sujet-là. Puis,
Pour les deux, pour la province côtière et la province enclavée, j'ai mieux également à considérer les cours sur l'océan comme partie des exigences de formation continue parce que la plupart des compagnies et beaucoup de certifications aussi, ils ont besoin de la formation continue pour garder cette certification où ils encouragent l'employé de toujours prendre des cours de formation continue afin de continuer de l'améliorer. Et donc, si les cours sur les océans peuvent être considérés partie de ça, ça va aider les gens à chercher l'information, de se renseigner et de se sensibiliser. Puis également pour les provinces côtières et les provinces enclavées, à restreindre l'usage de plastique uniservice dans les bureaux et dans les activités normales quotidiennes. Parce que je sais que des fois, c'est impossible d'éviter le plastique à service unique. Mais il faut quand même essayer parce que maintenant, c'est un hot button issue, c'est un issue que tout le monde soit au courant. C'est très bien connu. Les pailles d'usage unique qui étaient bannies par Starbucks et AEW ou tout ça. Mais également, il faut reconnaître le fait qu'il y a 3 îles dans les océans variés, 3 îles de plastique. Et quand j'utilise le terme île, c'est pas une vraie île. C'est plutôt une île métaphorique où c'est pas forcément que tout le plastique s'est collé ensemble afin de créer genre terre. Mais plutôt, il y a si beaucoup de plastique dans ces eaux-là que ça tourne en tourbillon, puis il, euh, il devient en effet plus de plastique que les espèces marines, par exemple. Et donc, ça crée des îles métaphoriques. Et les 3 îles métaphoriques, ils sont vraiment grands et vraiment dispersés. Et donc, il faut, il faut faire notre part pour réduire notre contribution à ces îles. Et ainsi que c'est juste c'est juste une bonne chose pour faire pour l'environnement en général aussi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, on va discuter comment intégrer la santé des océans dans les évaluations environnementales. Donc, les évaluations de rapports environnementaux, selon l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, une évaluation environnementale est un processus ayant pour objet de prévoir les effets environnementaux des projets avant qu'ils soient mis en œuvre. Et donc, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, on fait un rapport environnemental afin d'évaluer ensuite, après avoir terminé le projet, juste afin de remettre ça à son état avant. Et donc, les évaluations environnementales visent à évaluer et à garder la qualité de l'environnement, peu importe le projet. Elles fournissent les mesures de mitigation afin d'agir contre les dangers environnementaux potentiels et elles ont pour but de limiter les conséquences négatives sur l'environnement qui ne peuvent pas être évitées. Donc, les évaluations environnementales sont vraiment là pour la mitigation et sont vraiment là pour réduire les dégâts selon les projets. Et donc, en gardant ça en tête, la question est comment on peut intégrer les océans dans ça. Est-ce que c'est un projet qui ne touche pas directement l'océan, si ce n'est pas un lieu qui entre l'océan, qu'est-ce qu'on peut faire afin de garder le santé des océans en tête? Et donc, on rentre à l'indice de santé de l'océan dont je parlais tantôt. Les indices de santé de l'océan soulignent de façon qu'un projet visé pour avoir un effet néfaste sur l'océan, peu importe la distance. Donc, juste pour donner un petit exemple, imagine, il y a un projet qui va se dérouler au milieu de nulle part en Alberta, puis ça, c'est un endroit qui est très populaire pour les aigles de faire des nids et faire leurs œufs. Si le projet interrompt ce processus-là, cette aigle va pas faire la migration ou le nombre de aigles, en effet, qui va faire la migration vers la côté va être réduit.
et ça va impacter la biodiversité, là, ça va impacter l'écosystème, qui peut nuire la communauté qui ont besoin que cette algue soit là pour garder cet écosystème en continuation, mais aussi ça peut impacter la qualité de l'eau, par exemple, parce que peut-être cette algue mange un tel poisson qui mange les algues, mais parce que l'algue n'est plus là ou est là en nombre réduit, les poissons sont plus nombreux et mangent beaucoup plus de algues que prévu, puis ça change la chimie de cette partie de l'océan. Donc, c'est vraiment des effets dominos dont je parle. Puis, c'est une question de tourisme, de valeur qui est mise sur la beauté des océans et la valeur esthétique. On peut discuter comment le projet affecte la valeur esthétique d'un tel corps de l'eau ou tel océan, même à distance. On peut discuter le, le sentiment d'être, le sentiment culturel qui peut affecter une communauté, même si la communauté est loin. Donc, ça nous donne, en utilisant l'indice de santé des océans, ça nous donne une façon de prendre compte de les effets potentiels sur la santé des océans, puis on peut commencer à chercher des façons de les mitiguer. Parce que c'est très important qu'on cherche de façon-là. Mais afin de les chercher, il faut savoir. Et donc, cet indice de santé des océans peut nous aider afin de se sensibiliser. L'indice de santé des océans est un cadre global utilisé afin de mesurer la santé des océans au niveau local et également au niveau mondial. L'indice inclut les effets sur l'identité locale, les effets sur l'économie touristique, la biodiversité, les eaux propres, etc. Donc, voilà. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, quelle est la significance de toutes ces actions? Le Canada partage une frontière avec 3 océans et par conséquent est fortement influencé par la santé des océans. Ce que ça veut dire, est les Canadiens sont un peuple de l'océan. Et donc, on a plusieurs groupes et cultures qui ont été formés en liaison avec les océans, les Haïdans, en Colombie-Britannique, les pêcheurs et les pêcheuses de la Nouvelle-Écosse, les Acadiens, les ex-Acadiens du Nouveau-Brunswick, les Inuits, des Nunavut, territoire du Nord-Est. On a plusieurs peuples qui étaient vraiment... Toute la culture est basée sur l'océan. On a les Vikings qui arrivaient sur le côté de Terre-Neuve. On a vraiment beaucoup de peuples qui sont... En effet, pour venir au Canada, tu as besoin de traverser un océan. Sauf si tu viens des États-Unis, mais en général, tu as besoin de traverser un océan. L'océan est une partie de l'histoire de chaque personne au Canada. C'est très, très, très intéressant parce que il n'y a pas beaucoup de pays où presque chaque citoyen a l'océan dans son histoire ou dans son background. Puis, toutes les grandes villes du Canada se retrouvent auprès d'un océan ou un autre cordon. Les poissons et les fruits de mer sont parmi les plus importantes exportations du Canada en termes de produits alimentaires. Donc, en 2016, la valeur des exportations canadiennes s'est chiffrée à 6,6 milliards de dollars. En raison des courants océaniques, le Canada reçoit une grande portion des ordures et des pollutions océaniques d'autres pays côtiers, comme je vous ai parlé, de la Chine, le Japon, le Taïwan, les Corées, les Hawaï, les Guam, et de l'industrie de pêche commerciale. En effet, l'industrie de pêche commerciale nous donne 50% des ordures qu'on trouve sur les plages de la Colombie-Britannique. 50%. Ça fait vraiment l'industrie polluteur qu'on a besoin de cibler quand on discute de la pollution de nos plages. Puis la richesse et la biodiversité des océans du Canada sont porteuses d'un énorme potentiel sur la génération actuelle et future. Donc, l'écosystème marin se caractérise par une diversité remarquable des espèces, y compris des poissons commerciaux et non commerciaux, de mammifères marins et les invertébrés et les plantes. Donc, le Canada, c'est vraiment un pays maritime. Notre économie, l'environnement, le tissu social sont inextricablement liés aux océans et à leurs ressources. Oui, en effet,
je vous remercie de m'avoir écouté, puis je vous souhaite une bonne journée. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas de me contacter. Je serai content de vous fournir avec une réponse. Merci. Et merci beaucoup, Chuck, pour cette présentation vraiment passionnante. Nous avons des questions aujourd'hui pour vous. C'est vrai que nous avons vraiment la chance de vivre dans un pays, le Canada, qui est touché par 3 océans. Donc, du coup, pour les pays qui n'ont pas du tout d'océan, par exemple, qui ont la mer, donc nous avons une question ici qui demande quelle est la différence entre la mer et l'océan. C'est une bonne question. La différence entre la mer et l'océan, en effet, dans la terminologie ancienne, le mot mer et le mot océan étaient pareils dans la langue latine, donc c'était la même chose. Mais aujourd'hui, dans notre lexique commune, on utilise le mot mer afin de dire en effet un petit enclave de l'océan, parce que la mer est en effet l'océan. Mais quand on pense à l'océan, on pense aux grands océans comme le Pacifique, l'Atlantique. Mais quand on pense aux mers, on pense par exemple au Méditerranée qui est enclavé par le sud d'Europe et le nord d'Afrique, mais quand même on voit un trou qui connecte là, avec l'océan Atlantique par exemple. Donc la mer est vraiment juste une partie enclavée de l'océan qui est directement connectée avec un océan. OK, parfait, merci beaucoup. La deuxième question, vous avez mentionné pendant cette présentation que l'indice de santé des océans du Canada est de 70%, ce qui est le plus élevé comparativement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Comment le Canada se classe-t-il par rapport aux autres pays dans ce cas? Mais je trouve que selon les plusieurs études, parce que chaque étude est faite indépendamment par des scientifiques dans ce pays-là, mais ils utilisent le même guide afin de faire ce chiffre-là. Et selon les plusieurs études qui ont été faites, le Canada est mieux que beaucoup d'autres pays occidentaux. C'est vraiment 70 en comparaison avec d'autres pays occidentaux. C'est très, très, très bon. Mais on est vraiment bas en comparaison avec d'autres pays qui sont des îles. Par exemple, on est plus bas que la plupart des pays océaniques. Dans l'Océanie, par exemple, comme le Kiribati, le Tuvalu, la Polynésie française, par exemple, ou le Japon, mais on est mieux que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Mexique. Et aussi, ironiquement, on est mieux que le Jamaïque, même si ça t'émine. OK, très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Donc, si vous avez plus de questions, vous pouvez contacter directement notre présentateur d'aujourd'hui, Chuck, avec les infos de contact qui s'affichent maintenant. Donc, nous allons encore une fois remercier notre présentateur et sa compagnie Monique. Et nous avons nos prochains événements à Éco-Canada. Nous avons des événements de réseautage qui sont programmés pour les prochains mois. Le mardi 18 septembre, événement de réseautage pour les membres EP à Vancouver. Le mardi 27 septembre, événement de réseautage à Halifax. Le mercredi 10 octobre, événement de réseautage à Saint John. Le mercredi 24 octobre, événement de réseautage à Yellowknife. Le mercredi 7 novembre, nous avons Eco Impact Awards à Toronto. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. Abonnez-vous au bulletin d'information d'Eco-Canada pour recevoir les dernières informations sur les webinaires, la formation et autres événements.